Elles sont trois organisations non gouvernementales engagées de façon concertée au profit des zones humides. Et ce 2 février, ce sont elles qui créent l'événement à Rosin, une célébration de la journée mondiale axée sur donc, la basse vallée de l'Ouémé. Parlementaire, bonjour et bienvenue à chacun ici à Rosin dans la commune de Dangbo. Henri Totim, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de nous accueillir ici à l'ATDA de Avagboudi. Vous êtes le responsable de l'organisation non gouvernementale GVEV. Et déjà, parlons de la célébration en cours et qui mobilise beaucoup de monde. Le programme déjà, et on va dire, pourquoi avoir déjà mobilisé autant de monde? Ok, merci monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit, Henri Totim, on m'appelle. Je suis le directeur exécutif de GVEV ONG, Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, une organisation spécialisée dans l'économie verte, les emplois verts, le transfert de technologie, l'économie circulaire. Cette organisation est basée à Dangbo, porte d'entrée de la basse vallée de l'Ouémé, où nous travaillons, où nous avons notre siège et la présence aussi dans le nord comme au niveau de Sori, dans la commune de la Liborie et dans le département de la Liborie. Voilà, et nous sommes à Avagboudi aujourd'hui. Avagboudi est un arrondissement des Agégués, de la commune des Agégués. Et Avagboudi qui est à proximité de Rosin. Et donc la célébration de cette journée mondiale des zones humides, une fusion entre les deux communes, Dangbo et les Agégués. Puisque Dangbo a au moins 4 arrondissements sur 7 qui sont dans les zones humides. Les Agégués sont complètement, presque à 100% dans les zones humides. Et donc, on est vraiment la bienvenue ici dans une communauté bleue et verte. Et bleue et verte, pourquoi? Parce que ici, on est en train de célébrer les zones humides, l'eau. Vert, parce qu'il y a l'écosystème de la nature. Et c'est justement au devant de la scène de cette célébration, cette population que nous voyons. Est-ce qu'avec elle, on va dire, c'est plus facile de célébrer cette journée? Eh bien, les organisations membres de la plateforme Pro-Environnement, avec qui nous avions comme leader BIS ONG, M. Djondo, ces organisations, depuis 10 ans déjà, on a décidé de ne plus célébrer les journées mondiales entre 4 murs dans les salles de conférence avec trop de discours, mais plus impacter directement la communauté, rester dans la communauté pour célébrer la journée et faire des actions concrètes. Voilà ce qui nous a amené à Avagboudi aujourd'hui. Et nous sommes avec plus d'une centaine de femmes vannières et des autorités locales, administratives, des autorités à divers niveaux bien sûr, avec la présence des adjoints au maire, des eaux et forêts et chasse. Et vous avez même une délégation de l'agence béninoise de l'environnement. Toutes ces personnalités sont déplacées de leur bureau pour venir vivre cet événement en plein cœur de la communauté. Et donc c'est ce qui fait aujourd'hui la joie de toute la commune de Dangbo et d'Adjoum. Et je dis Adjoum, à les Agégués bien sûr. Et dans les détails, comment ça se célèbre? Voilà, dans les détails, nous avions déjà fait le lancement et tout à l'heure, nous allons commencer les jeux. Les jeux ont même déjà sont lancés déjà. Et vous avez le jeu de la vannerie où, au niveau de la vannerie, nous sommes en train de valoriser toutes les plantes aquatiques, le cas de la jacinthe d'eau, le lufa aussi et le tifa. Avec la jacinthe d'eau, les femmes vont tisser des éco-produits, des corbeilles, les objets d'art. Vous savez, cette loi, la loi 2017-39, portant interdiction de l'utilisation, commercialisation, importation, exportation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin, a fait en quelque sorte la promotion de cette activité qui est la production de ces objets écologiques, parce que ces dames fabriquent des sacs que vous pouvez amener au marché. Elles fabriquent des fertilisants, de la fumure organique à base de la jacinthe d'eau. Et avec le LUFA, les femmes fabriquent des éponges. Et donc aujourd'hui, au lieu d'utiliser les éponges en plastique ou
les différentes éponges polluantes que nous avions aujourd'hui. Vous pouvez utiliser des végétaux que nos parents ont l'habitude d'utiliser, qu'on appelle le lufa. Le tifa, c'est aussi une plante qu'on retrouve dans les zones humides. C'est avec ça qu'on fabrique des nattes, les nattes sur lesquelles nous couchons. C'est des bonnes pratiques qu'il faut valoriser. Donc on est en train de redonner vie à travers ces différents concours à ces objets écologiques que nos parents utilisaient. En dehors de ça, il y aura des cuses, des jeux concours. Il y a des espèces qu'on retrouve dans l'écosystème des zones humides, comme le lamatin et beaucoup d'autres espèces que les enfants vont identifier et gagner des prix. En dehors de ça, nous avions formé déjà, avant même l'organisation de la célébration de cette journée, on a formé 100 femmes vannières réparties dans les communes qui sont impliquées dans la réserve de la biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Donc ces 100 femmes recevront aujourd'hui des attestations et seront des femmes leaders pour aller former d'autres dans leur communauté. En même temps, la question qu'on se pose, c'est effectivement promouvoir, valoriser, mettre en lumière ces activités-là connexes en lien avec, on va dire, les espèces de la basse vallée. Est-ce que ce n'est pas pousser ces femmes et ces hommes dans les, on va dire, aux trousses de ces espèces? Est-ce que ce n'est pas une menace pour ces espèces? Bon, la question même est la bienvenue. Ce n'est pas une menace du moment. Quand je prends d'abord la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau est une plante aquatique dont la prolifération est vraiment à une vitesse très exponentielle. Donc quand vous prenez la jacinthe, une seule espèce de jacinthe, quand vous le jetez dans un milieu humide, elle peut se multiplier 185 fois en 3 mois. Elle seule. Donc, elle n'est pas menacée. Elle a besoin d'être en réalité attaquée, si vous voulez. Voilà, il faut l'utiliser pour quand même régulariser la prolifération. Parce que quand vous laissez la jacinthe sur l'eau, ça crée d'énormes problèmes au niveau de la communauté. Je prends l'exemple tout simplement des Agégués et la cité Lacus de Gambier 1, Gambier 2. À un moment donné, la vie est impossible dans ces communautés-là. La jacinthe occupe toute la surface de l'eau. Et donc, vous ne pouvez plus circuler sur l'eau, vous ne pouvez plus mener des activités de pêche. Les femmes mareyeuses se retrouvent bizarrement au chômage pendant toutes ces périodes-là. Et donc, elles sont obligées même de migrer. Ceux qui sont au niveau sont même obligés de migrer vers les zones terrestres, vers même le Nigeria pour les femmes pour s'occuper en attendant que la jacinthe. Voilà. Donc, nous, on a décidé de dire, mais comment? Quand on a transformé ce problème en une opportunité pour les communautés, dit vraiment la jacinthe, au lieu d'être un problème, elle devient maintenant la matière première. Voilà, la matière première que vous allez utiliser pour fabriquer les éco-produits, pour fabriquer de l'engrais, pour fabriquer des charbons, puis on fabrique des briquettes de charbon avec ces jacinthes-là. Donc ça permet maintenant de libérer la surface de l'eau et donc la vie revient, soit dans l'écosystème aquatique et aussi au niveau des communautés. On a vu cet enthousiasme populaire, cet enthousiasme-là au niveau de la population. La question c'est, est-ce que ce n'est pas un enthousiasme uniquement lié à la fête et tout ce qui pourrait accompagner la fête, ou plutôt votre discours est porté, entendu, adopté par les populations dans leur quotidien? Écoutez, l'enthousiasme que la communauté ressent aujourd'hui, c'est pour nous faire le feedback de tout ce qu'on a partagé comme transfert de technologie, valorisation des pratiques endogènes avec cette communauté. C'est cette joie qu'elles sont en train de manifester aujourd'hui. Et c'est la reconnaissance en quelque sorte de tous les efforts que toutes ces organisations qui sont impliquées dans des actions d'une manière ou d'une autre dans la biosphère de la réserve de la basse vallée de l'Ouémé, parce que vous avez près d'une vingtaine d'organisations présentes là et chaque organisation est représentée dans les communes, que ce soit à Guégué, que ce soit dans Cotonou, que ce soit à Calavi, que ce soit à Djoum, Bonou. Et donc ce sont toutes ces communes qui se retrouvent dans la réserve de la biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Donc ces organisations sont là
pour quand même exposer au niveau de la communauté les innovations qu'elles ont mis en place dans chaque commune. Et en dehors de ça, on a fait déplacer les populations même de chaque commune. Il y a des femmes d'Agégué, des Agégués là, il y a des femmes de Bonou et autres qui sont venues exposer la matière première, tout ce qu'elles font de la matière première issue des zones humides. Voilà, et il y a des femmes qui sont en train de mettre en place des éponges. Et aujourd'hui, ce qui est même, qui donne plus de la joie, quand moi je vais dans des hôtels, dans des grands hôtels de luxe en Europe, que ce soit en Asie, et ce sont ces éponges-là, végétales que je retrouve au niveau de ces hôtels-là. Mais c'est des pratiques que nos parents utilisaient, que nous avons délaissées. On veut ressembler à ceux-là qui nous ont laissés rapidement pour reprendre nos pratiques que nous autres nous avions laissées. Ce sont ces éponges-là que moi je retrouve, ces végétales que moi je retrouve dans... Et je me dis, mais nous avons laissé les bonnes pratiques au détriment des pratiques, des vilaines pratiques, mais les autres se sont appropriés de ça. La nature aura du vide, ils se sont appropriés de ça, donc il faut forcément valoriser ces pratiques endogènes écologiques. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, quand vous allez payer de la glace à côté, non, on ne payait pas de la glace dans le sachet, on ne payait pas de la glace dans des matières plastiques, non, vous amenez votre bol. Et en son temps même, il y avait des bols en aluminium que les gens prenaient et c'est ça qu'on mettait dans les frigos. Mais pourquoi laisser ces bonnes pratiques et épouser des pratiques occidentales qu'on retrouve, c'est-à-dire on utilise des moyens occidentaux, des objets occidentaux et ils nous plaquent ces objets, mais eux, ils reviennent ici pour chercher de la matière première naturelle. La conclusion de cette partie de notre échange, c'est quand même que souvent quand on parle d'opportunité, on parle d'opportunité et d'argent. Le retour vers l'environnement est risqué. Là, vous nous dites que faire des bonnes pratiques peut avoir un retour économiquement intéressant. Très intéressant parce que là, quand on parle de l'économie verte, quand vous prenez l'économie verte, tout ce qui est économie verte, c'est des pratiques qui respectent les principes environnementaux. Et donc aujourd'hui, ces femmes que vous voyez là, ce sont des femmes entrepreneurs vertes. Parce que l'activité qu'elles mènent n'a aucun impact négatif sur la nature. L'activité qu'elles mènent, au contraire, règle un problème dans l'écosystème, règle un problème pour le monde, pour le bien-être. Donc, l'économie verte aujourd'hui peut produire de l'argent et je dirais même de moyens décents. Parce que l'argent qu'on gagne en polluant, ce n'est pas de l'argent, c'est-à-dire vous êtes en train de tuer les êtres et vous prenez de l'argent, c'est comme si, c'est pas de l'argent propre. Alors nous avons assez parlé de la basse vallée. De quoi s'agit-il en réalité en termes d'étendue, en termes de surface, mais surtout en termes d'importance dans la vie de ces 4 millions de personnes dont vous parliez au cours de la cérémonie d'ouverture de la journée? Voilà, la réserve de la biosphère de la vallée de l'Ouémé a une communauté de plus de 4 millions. Et cette réserve constitue un patrimoine pour cette communauté. Et quand on parle de patrimoine, vous savez, leur vie, toute leur vie tourne autour de cette biodiversité-là. Pour manger, c'est cette biodiversité. Pour se distraire, c'est cette biodiversité. Il faut nager, il faut tapoter dans les bas-fonds, tout et tout. Et tout le quotidien tourne autour de cette biodiversité. Et donc, si on laisse cette communauté utiliser de façon anarchique cette biodiversité, les générations futures n'auront pas, c'est-à-dire ne vont pas profiter du bien-être de cette biodiversité. Et donc, depuis ce temps, on a commencé par réfléchir et l'UNESCO a dit, ah mais c'est intéressant, le gouvernement a dit, mais c'est intéressant. Donc, il faudrait qu'on puisse labelliser en quelque sorte la biodiversité. C'est entre griffes, labelliser en quelque sorte cette biodiversité. Et quand vous avez l'expression réserve de la biodiversité, ça permet en quelque sorte de sécuriser tout ce qui est patrimoine vert et bleu de cette biodiversité pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et donc, on est là en tant que, bon, pas gendarme, on est là en tant que gendarme entre griffes pour dire non, ne faites pas ci, n'utilisez pas des intrants chimiques dans la zone humide, ne coupez pas telle espèce. Est-ce que c'est un discours qui passe généralement? Ah ben oui, et nous, on
on passe de la théorie toujours à la pratique. On ne fait pas de la sensibilisation, mais on va à l'acte. Parce que quand vous dites à quelqu'un de ne pas faire ci, il faut lui trouver l'alternative pour que ça soit durable. Voilà. Donc, les femmes, par exemple, qui ont l'habitude de couper les palétuviers, les mangroves, tout et tout, on les a trouvé d'autres activités génératrices de revenus autour d'autres espèces envahissantes, par exemple, qui ont laissé cette activité et qui se concentrent maintenant sur une activité plus propice et elles se retrouvent, elles s'épanouissent tellement dedans. En termes de superficie, quelles sont ces zones-là touchées clairement? Rappelez-nous les zones touchées par cette réserve. Voilà, cette réserve, aujourd'hui, il y a une grande partie de la commune de Dangbo, plus de 80% de la commune des Agégués, et plus de 80% aussi, je dirais 90% même de la commune de Soava. Et vous allez retrouver une grande partie du Zou dans la réserve. Et vous avez une partie du littoral et de l'Atlantique dedans et de l'Ouémé. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 240 000 hectares. C'est plus de 240 000 hectares que nous sommes en train de sauvegarder à travers nos actions dans cette réserve. Qui dit réserve parle de convention, qui dit convention parle aussi, au-delà des avantages, des exigences. Est-ce que ce changement de cap, la réservation d'une zone, ce n'est pas une perte à gagner pour les usagers? Bon, ce n'est pas une perte à gagner. Dans la littérature qu'on pense que c'est une perte à gagner, mais plutôt la population a plus à gagner que la zone soit livrée à elle-même. Voilà, et aujourd'hui, vous voyez, tous les partenaires sont tournés vers la biodiversité, la réserve. Si ce n'était pas une réserve, c'est vrai que ça allait intéresser les partenaires, mais il n'y aura pas d'engouement comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais il y a quand même des pratiques prohibées, donc forcément... Oui, donc, avant, il y a des pratiques prohibées, mais qui sont vraiment encadrées maintenant par rapport à d'autres zones. Qui sont vraiment encadrées parce que chaque organisation que vous retrouvez ici sont réparties dans les zones. Et il y a une présence physique et fonctionnelle au niveau de chaque zone aujourd'hui. C'est vrai que vous avez déjà parlé des femmes converties, réorientées dans leurs activités. On se dit quand même que, du point de vue impact économique, il doit en avoir qui regrettent le temps où ce n'était pas une réserve. C'est normal parce que vous voyez tout ce qui est contrebande, tout ce qui est pratique prohibée, voilà, donc il n'y a pas de contrôle autour et donc on s'épanouit librement, mais un pays ne peut pas rester comme ça, sans loi, sans encadrement, vous voyez. Donc la biodiversité aussi en a besoin. Voilà. Les urgences aujourd'hui de cette zone-là, de cette réserve bio, c'est quoi les urgences en termes environnementaux? D'abord, il faut qu'on vous rappelle que c'est une zone Ramsar aussi, et donc quand on parle de l'utilisation des intrants chimiques agricoles, par exemple, c'est une zone qu'on ne devrait même pas sentir l'utilisation des intrants chimiques. Voilà, c'est une zone où la pratique au niveau de la pêche est réglementée, rigoureusement. Il y a des filets qui sont interdits au niveau de la pêche ici. Les filets dans notre jargon qu'on appelle Meroko Konou, des amailles très fines, c'est des filets qui sont vraiment interdits parce que il y a des espèces aujourd'hui que vous allez retrouver au niveau de notre site à Dangbo, et des espèces de poissons que nous avions conservées. Nous les avons retrouvées dans le marché et déjà des espèces mortes qui traînent. Nous avons regroupé ces espèces-là qu'on a conservées dans des bocaux au niveau de notre siège, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans nos eaux. C'est-à-dire ces espèces se raréfient dans nos eaux. Et donc, vous voyez le danger, parce que vous voyez des capes qui ont des couleurs rosées, voilà, et c'est dommage que ces capes-là, nous les trouvons très circulants dans notre mets d'habitude qu'on appelle moyo, voilà, dans notre sauce là, tomate, qu'on appelle moyo, et c'est ces espèces-là que nous aimons. C'est des espèces normalement qu'on devrait protéger. C'est des espèces qui devraient dynamiser le tourisme, hein, l'écotourisme au niveau de la vallée. Et donc, je vous invite vraiment, sinon je nous invite à aller dans ce dynamisme et même à souhaiter plus qu'il y ait d'autres réserves. Voilà. Est-ce que ces urgences-là, quand vous les partagez, on va dire avec les autorités, aussi les acteurs opérateurs économiques, pour ne pas dire la population, c'est un discours
qui ne dérange pas? Est-ce que c'est un discours qui ne dérange pas? Bon, je le dirais à voix basse et à haute voix. Bon, c'est vrai, c'est un discours des fois qui dérange, mais souffrez que nous sommes partis pour révéler le Bénin au monde entier. Et ce que les gens n'ont pas réussi ailleurs, c'est ça que notre président, c'est ces innovations que notre président aime. C'est ça qu'il adore. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train... C'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'une organisation de jeunesse, on a confié à une organisation de jeunesse, vu son dynamisme, un grand programme sur la cité Lacus de Ganvier. Vous prenez le programme Réinventer la cité Lacus de Ganvier, qui est très cher, un programme qui est très cher à notre président. Mais le président a innové. Il a innové parce que nous, on est en train de mener cette activité de la Jacinthe, ça fait plus de 15 ans. Mais personne n'est venu vers nous. La protection de la réserve, on est en train de mener des activités depuis plus de 15 ans. Personne n'a demandé d'après nous. Mais on était là tranquillement quand tous les conseillers de la présidence ont débarqué dans la vallée et sont venus nous voir et dire mais on a eu l'information que vous faites des activités au niveau de la réserve, et ils ont vérifié toutes les activités. Et ils ont fait les enquêtes et ceci, ça a duré près d'1 an. Ça veut dire qu'au-delà du silence, de l'apparente indifférence, le discours passe. Le discours passe correctement et au niveau je dirais de certains couloirs du gouvernement. Si on parle de la réserve, sincèrement, nous, on dirige un programme de plus de 100 millions dans cette réserve-là pour le contrôle de la prolifération de la jacinthe d'eau. Mais si le discours ne passait pas, le président n'allait pas taper du poing sur la table, dit voilà, il faut trouver du financement à ces jeunes pour quand même contrôler la prolifération de ces espèces-là. Pour ce qui est de Ganvier, on va consacrer un autre numéro sur ce qui est fait et ce qui se fera. Et là, en termes d'impact sur la population, en termes de changement de comportement, quels sont ces éléments-là que vous pouvez pointer du doigt pour, on va dire, se dire le combat n'a pas été vain jusque-là? Voilà, et en termes de changement, d'abord, il faut que c'est le moment même de féliciter, de remercier le ministère du cadre de vie, du transport et du développement durable, qui a beaucoup soutenu nos activités, parce que avant même que ce document sur la réserve de la biosphère de la basse vallée de Louémé ne soit validé, il faut forcément l'appui du gouvernement via son ministère du cadre de vie. Voilà, donc on a eu pleinement l'appui du gouvernement, l'appui aussi du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, notamment les directions départementales qui ont beaucoup appuyé l'avancée de l'activité. Et en termes d'impact aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de partenaires qui ont investi, je dirais, financièrement et techniquement au niveau de ces différentes zones que comporte la réserve de la basse vallée de Louémé. Il y a plusieurs activités qui se mènent. La protection des lamantins, vous savez, dans la réserve, on retrouve cette espèce-là, les lamantins d'Afrique, qui se raréfient, qu'on retrouve dans la réserve, dans le couloir des Aguégués à Djon jusqu'à Péléquois, on retrouve les lamantins d'Afrique. Il y a l'UCN qui a répondu aussi promptement en appuyant la protection des lamantins. Il y a plusieurs organisations, le PNUD et plusieurs autres partenaires. Voilà, il y a de quoi être fier finalement, au-delà des urgences. Bon, au-delà des urgences, on peut dire que c'est déjà un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement. C'est vrai qu'on a toujours besoin, on est toujours dans ce besoin. Et bientôt, nous allons aussi taper la porte à nos chers représentants au niveau de la commission plan, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, pour nous aider, pour nous appuyer toujours dans l'encadrement par rapport aux différentes lois au niveau de cette réserve. C'est sûr que les députés doivent être, on va dire, tout oui, parce que ce qui concerne la population, bien évidemment, les concerne aussi. Bien sûr, bien sûr. On a remarqué leur présence active au niveau de l'encadrement de ces différentes lois, surtout la loi que j'ai citée tout à l'heure, 2017-39, qui est encore sur la table des députés et qui doit subir une relecture aussi. Donc déjà, on peut déjà applaudir en sourdine en entendant même que
la réalité soit faite. On va conclure par la journée, la mobilisation, le déroulement. S'il vous était permis d'apprécier finalement, est-ce que c'est un objectif, on va dire, est-ce que vos objectifs sont atteints? Les objectifs sont totalement atteints, d'abord au niveau de la mobilisation de la communauté, et au niveau aussi de la presse béninoise qui a aujourd'hui un très grand engouement autour de ces activités. On remercie toute l'équipe de l'hémicycle, de l'Assemblée nationale. On remercie l'ORTB et tous les autres confrères qui sont venus spontanément couvrir cette activité parce qu'ils se sont sentis vraiment concernés. Et c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui au Bénin, que la presse soit plus proche de la communauté, plus proche de la population. Et je dirais aussi une grande satisfaction de la mobilisation des autorités. Vous avez vu les maires, les eaux et forêts et chasses, le ministère des cadres de vie, de l'Agence béninoise de l'environnement et même nos têtes couronnées qui sont représentées. Et vraiment, c'est le moment aussi de vous remercier puisque à travers vous, nous allons continuer toujours à médiatiser, à passer l'information. C'est vrai que les prochains caps pour nous, avec vous, seront donc de voir au niveau de la réinvention de la cité de Gambier, ce qui se fait, et aussi voir ce que vous avez déjà dans vos placards quant à ce qui concerne le lobby que vous voulez lancer auprès de nos élus, les députés bien évidemment. Merci à vous pour la disponibilité de tous les jours et surtout la disponibilité à nous promise pour les fois prochaines. Amis téléspectateurs, merci à vous aussi pour l'amitié de tous les temps. À la prochaine.